beaucoup d'être là, parce que c'est vrai que des webinaires, comme Yann le disait, on a l'habitude d'en faire et on aime ça, parce que ça nous permet de vous rencontrer vraiment, d'échanger avec vous sur plein de thèmes. Mais là, comme vous avez sûrement pu le voir, c'est un nouveau format de webinaire qu'on lance, qu'on n'avait pas encore testé jusqu'à maintenant. Donc des formats un peu plus condensés et un peu plus spécifiques, donc sur les outils et les métiers du digital qui peuvent vous aider, vous, dans votre organisation, soit pour améliorer votre productivité, soit pour lancer des processus de recrutement également. Donc voilà, là, c'est le premier de cette série, donc c'est vrai que c'est un peu important pour nous, pour voir si ça fonctionne, si ça vous plaît. On l'espère, en tout cas, on a tout fait pour. Et donc aujourd'hui, juste avant de partager mon écran, pour lancer ce webinaire qui sera animé par donc Thomas Richard, que je vais laisser se présenter tout seul juste après. Je vais laisser, comme Yann nous l'a dit, présenter un petit peu nous, notre entreprise, donc Creative Alley, puis Élise dire un mot sur le défi avec qui on travaille en collaboration sur ces webinaires et sur le programme Digital Mode. Bon, je vais faire super vite, hein, c'est juste histoire de contextualiser. Donc, Creative Alley, on est un incubateur accélérateur de startups. On accompagne 250 startups par an, 150 en France et une centaine à l'étranger. On est présent à Paris et à Nice. On va bientôt être présent à Nantes. Et à l'international, on a des bureaux à Séoul. On intervient beaucoup sur l'Afrique et sur l'Asie centrale. Bizarrement, on a fait beaucoup de choses en Ukraine, au Kazakhstan et en Russie. Donc, la situation actuelle, nous, effectivement, nous y sommes très sensibles. Donc, avec DefiMode, c'est une longue histoire. J'allais dire une longue histoire d'amour, mais c'est tout à fait ça. Ça fait maintenant presque, depuis la création de Creative Alley, donc depuis une douzaine d'années qu'on travaille ensemble, avec toujours cette passion commune de relier les savoir-faire de la main et les apports, les atouts du digital. Donc, en fait, l'idée, c'était de mettre le service des savoir-faire des startups au service des acteurs de la filière. Ça a donné naissance post-Covid à cette formation qui est Digital at Mode, qui nous a permis d'accompagner plus de 70 entreprises aujourd'hui, qui sont donc des entreprises comme vous, dans une meilleure acquisition des outils digitales avec un objectif simple, plus de chiffre d'affaires, optimisation de vos coûts et amélioration du potentiel, de la rentabilité, de la croissance de votre entreprise. Voilà, donc c'est ça l'histoire. Et donc, j'ai un immense plaisir à passer la parole à Élise, qui donnera les raisons pour lesquelles DefiMode soutient et est à l'origine de cette initiative. Merci. Merci Yann. Bonjour à tous, bienvenue au webinaire. Donc, le défi, c'est le comité de développement économique de l'habillement et il exerce une mission de service public qui est d'aider à la transformation et au développement des entreprises françaises de l'habillement. Et c'est dans le cadre de ces actions qu'on a lancé en collaboration avec Creative Alley et les fédérations de la mode ce grand programme de formation à la transformation digitale. Donc, ce grand programme, il comprend la formation d'entreprises en petits groupes à la transformation digitale, mais il comprend aussi des webinaires ouverts à tous, comme celui d'aujourd'hui, qui ouvre une nouvelle série spécifiquement dédiée aux outils et aux métiers du digital. Vous allez recevoir à l'issue du webinaire la présentation d'aujourd'hui, ainsi que le replay. Et il sera aussi disponible sur notre chaîne YouTube. Je vais rendre la parole aux intervenants et je vous souhaite un très bon webinaire. Oui, moi, je vais passer la parole à Thomas, mais vous l'avez compris, ce séminaire, c'est la suite des questions-réponses et des échanges avec vos alter ego dans d'autres workshops en visio. Il nous dit, bah ouais, faites-nous ça, ça nous ferait plaisir. Donc, on essaye. Donc, on essaie de vous faire plaisir. Et pour ça, on a choisi Thomas. C'est Chloé qui a eu l'intelligence de vous présenter. Et donc, comme son siège l'indique, c'est un vrai geek et qui va nous parler de gros hacking. Donc, Thomas, le floor est à toi. Alors, attendez, Thomas, juste avant de laisser la parole à Thomas, je vais commencer à vous partager mon écran. Comme ça, ce sera fait. Voilà. Donc, comme on vous l'a dit précédemment, on va parler des outils du gros hacking. Enfin, c'est Thomas qui va nous parler des outils du gros hacking et de son expérience personnelle, des astuces, de ce que lui vous préconise pour votre entreprise. Et voilà. Donc, je laisse la parole à Thomas maintenant. Eh bien, trêve de suspense. Bonjour à toutes et à tous. Du coup, merci à Chloé et à Yann pour l'invitation. Donc, moi, je suis Thomas. Je suis votre expert en growth pour cette session d'aujourd'hui. À la base, je suis sales manager chez Dr. Hyde. Je fais aussi du consulting en growth pour différentes entreprises. Et j'ai co-créé une autre société qui s'appelle Tonton avec un ami. Comment est-ce que je suis arrivé dans le growth? C'est simple, hein, je me suis formé parce que pour moi, c'était une vraie plus-value actuelle en termes de compétences. Et puis, c'est aussi quelque chose qui est tout à fait en adéquation avec mon métier principal qui est donc le commerce.
Donc, on va commencer avec un petit point de vue historique sur le growth hacking. Qu'est-ce que c'est? C'est un terme qui a été introduit par Sean Ellis en 2010. Donc, en fait, c'est le premier à avoir posé vraiment un mot sur aujourd'hui ce qu'on appelle le growth. Le growth hacking, ça représente en fait une approche qui est non conventionnelle du marketing. On va combiner l'analyse du marché, la créativité, l'innovation pour en fait obtenir plus de rendement et plus rapidement surtout. Concrètement, le growth hacking, c'est en fait un ensemble de méthodes dont le but premier est d'apporter donc une solution de croissance rapide. Qu'est-ce qui caractérise un peu le growth? Et ben, comme je vous le disais, le growth, ça peut intervenir sur toutes les phases du cycle de vie d'un client au sein de votre société. On appelle ça, en fait, on l'a défini comme ça, c'est le framework AARRR. Donc, l'acquisition, l'activation, la rétention, le referral et le revenu. Alors, comme ça ne parle pas forcément. Du coup, je vais simplifier ça. C'est comment est-ce qu'on va trouver un prospect? Comment est-ce qu'on va identifier un prospect chaud? Comment est-ce qu'on va faire pour le fidéliser? Comment on va le transformer et transformer surtout son client en ambassadeur de la marque? Et ensuite, ça va être comment est-ce qu'on va générer du revenu. Donc pour ça, on vous l'a découpé en 5 parties différentes qu'on va détailler, on va apporter des exemples et tout. Vous allez voir, c'est très parlant. Donc les astuces du growth, on a catégorisé avec l'email automatisé, le marketing de référence, le partenariat, le format vidéo et miser sur ce qu'on appelle la FOMO, Fear of Missing Out. Et pour rebondir là-dessus, en 2 mots, il y a plein de moyens de faire du growth hacking, mais on se dit que si on passe par ces éléments de méthodo, on aura couvert 80 ou 90% de vos besoins et on aura les bases. Après, vous pourrez toujours faire un peu plus, un peu mieux, etc. Mais ça, c'est quand même un peu le socle de compétences sur lequel on a intérêt à se concentrer au démarrage, en tout cas. Je te rends la parole. Exactement, Yann. Donc, on va commencer avec la partie email automatisé. C'est certainement l'une des meilleures stratégies de croissance au démarrage, tout simplement parce que c'est une des plus simples à mettre en place. C'est un bon moyen d'atteindre votre public cible en diffusant efficacement votre message et avant même la sortie d'un produit ou du service. Pour ça, vous pouvez mettre en place des listes, ce qu'on appelle des listes de diffusion adaptées. Donc en fait, ça revient tout simplement à segmenter votre base de données grâce à vos personas. En gros, ça revient à les trier par caractéristiques communes. Donc, vous allez créer des panels de clients qui vont se ressembler de par leurs caractéristiques, aussi bien d'achat que de façon de fonctionner, etc., de façon de réfléchir. Et tout ça, ça va vous permettre surtout d'y passer le moins de temps possible. Et donc, pour ça, forcément, vous avez des outils qu'on vous présentera juste après, des services de messagerie automatisés. Donc, on retrouve Sendinblue, par exemple, ou Mailchimp, qui sont les principaux leaders du marché qui vous permettront donc de définir ces listes et de programmer vos envois, par exemple. Le premier exemple qu'on a choisi, c'est les mailings d'Horace. Donc, deux fois par mois, Horace envoie à ses abonnés des conseils sur des thématiques bien spécifiques. Donc là, par exemple, ça va être comment soigner sa posture en télétravail, faire du yoga pour bien commencer la journée, ou comment compenser les excès de l'été. Et en fait, chacune de ces rubriques, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas juste des conseils, des tutos ou des tips, ça va mettre en avant un ou plusieurs de leurs produits. C'est un bon moyen de mettre en avant certains produits, mais aussi de créer du contenu sur votre site. Donc, ce qu'on va appeler, c'est à faire travailler le référencement naturel ou le SEO, c'est la même chose, et de ramener aussi du trafic vers le site. Donc en fait, à chaque fois que vous allez cliquer sur ce qu'on va appeler un CTA, donc les boutons, le ça m'intéresse, je prends la pause et le je me coach, ça va vous renvoyer directement sur le site internet et donc ça va créer du clic, de la visibilité. Et pour les robots Google, c'est super intéressant. Le deuxième exemple qu'on vous a choisi, le mailing qui déroule à droite, c'est Beaubleu, qui est une marque de montres et qui a présenté sa Vitruve. C'est un exemple qui est différent par rapport à celui d'Horace. Pour Beaubleu, en fait, ils ont mis à la précommande leur montre avant de lancer la production. Et une fois les précommandes terminées, en fait, il y a eu cette coupure entre eux et leurs clients. Il n'y a plus en fait de contact. Et donc, en fait, ils ont commencé à les produire. Et pour continuer et créer de nouveau ce contact avec leur audience et leurs clients, ils envoyaient tous les
toutes les semaines, si je ne dis pas de bêtises, ils envoyaient des nouvelles en fait, sur l'avancée de la production. Donc sous forme de photos, sous forme de pitch, ils racontaient un peu ce qui se passait, comment ça se passait. Alors là, On va pas- juste rebondir sur ce premier point. En fait, la grosse difficulté de l'email, c'est que vous êtes obligé d'avoir une récurrence dans les envois que vous faites, mais il faut continuer à rendre le message intéressant. C'est ce qui a été réussi avec cette marque de montre. C'est-à-dire qu'en fait, vous devez réfléchir en termes de storytelling pour quelque part finir par emborder les gens dans votre histoire à vous, pour qu'ils puissent commencer à avoir à un moment envie de passer à l'action. Voilà, excuse-moi pour cette petite parenthèse. Je t'en prie, Yann, il n'y a pas de souci. Alors après, forcément, si vous faites quelques recherches sur la partie mailing, vous verrez qu'il y a des quotas à respecter en termes d'image, en termes de texte. Mais c'est vraiment du détail et on n'a pas eu le temps de s'y atteler aujourd'hui. Mais sur Google, tout est disponible. Google est votre meilleur ami pour tout. Le marketing de référence, c'est donner la possibilité à des influenceurs ou aussi à vos utilisateurs de conseiller votre produit et d'être comme des ambassadeurs de votre marque. Donc, il n'y a pas de meilleur ambassadeur d'une marque qu'un client satisfait, mais ça, je pense que je vous apprends rien. Les conseils clients, c'est en fait des arguments pour convaincre vos futurs prospects. Et c'est forcément ce qui va vous permettre de convertir plus facilement un prospect en client parce que c'est du factuel et c'est quelque chose qui a été vécu. C'est aussi ce qui va vous permettre d'acquérir forcément une grande notoriété de marque. De plus, c'est un super moyen d'acquisition parce que ça présente un très bon taux d'acquisition, un super taux de rétention et surtout des faibles coûts d'acquisition. Vous faites du quart de coût, vous investissez vos clients d'une mission de promotion, vous les incorporez un peu plus dans votre projet de marque, ils se sentent privilégiés, ça fait baisser donc, comme je vous le disais, vos coûts d'acquisition et ça ramène directement vos clients, vos prospects par vos clients et donc pas par vos ads. Oula, excusez-moi. Pour cette partie-là, on a choisi de vous l'illustrer avec Gringot. Gringot, qu'est-ce que c'est? C'est une néobanque écologique qui, depuis sa création, elle propose un système de parrainage. C'est quelque chose qu'ils ont mis en place dès le début. Et en fait, au départ, pour pouvoir se créer un compte sur Gringot et un peu être les bêta-testeurs, il fallait trouver des codes dans leur publication. Donc, ça incitait en fait leurs clients et leurs prospects à les suivre sur les réseaux sociaux et à être actifs. Ce qui a permis forcément intrinsèquement de faire augmenter les statistiques des publications. Aujourd'hui, ils ont ouvert au grand public et donc il n'y a plus besoin de trouver de code. Et donc à la place, ils ont mis en place ce système de parrainage que vous pouvez retrouver juste à côté. C'est gagnant-gagnant aussi bien pour leurs clients que pour leurs prospects et bien entendu pour eux aussi. Et donc dans ce cas précis, on peut voir que les commissions mensuelles sont offertes pour le parrain et le parrainé sur un mois. Et en plus, il y a un petit objectif qui est ajouté au parrain et ça lui permettra d'avoir un autre cadeau qu'il ne connaît pas à l'avance en fonction du nombre de parrainages qu'il fait. La partie partenariat, 3 buts importants. Le premier, ça va être de forcément créer le buzz autour de votre marque. Le deuxième, ça va être de créer du trafic organique qui va être ciblé vers votre site. Et le troisième, d'avoir une couverture médiatique et donc forcément plus de visibilité, de toucher forcément plus de monde. Attention, ce n'est pas parce que vous allez multiplier les partenariats que ce sera forcément positif pour vous. Il faut être cohérent avec son image, et ça c'est quelque chose que je ne vais pas répéter forcément tout le temps, mais c'est quelque chose qu'il faut bien garder en tête. Par exemple, si vous créez de la rareté, il va falloir être exclusif en termes de partenariat. Le meilleur exemple, je pense que c'est on ne retrouve pas de marque de luxe au supermarché. Que ce soit avec une marque ou avec un influenceur, le partenariat il doit être cohérent pour les deux. Le partenariat, ça peut aussi passer par l'intégration de votre produit à des solutions qui sont existantes, comme l'exemple de Joko. Donc Joko, qu'est-ce que c'est? C'est un service qui va proposer du cashback pour des achats qui sont réalisés sur des sites partenaires. Donc en fait, c'est très simple, il suffit de télécharger l'application, d'ajouter l'extension à son navigateur et forcément d'accepter les cookies qui vont être proposés sur tous les différents sites. Et une fois que c'est fait, il y a un pop-up automatique qui est mis en place par Joko, donc vous n'avez rien à faire. Et à chaque connexion sur le site, ça va apparaître, ça va rappeler qu'il faut accepter les cookies et que donc un cashback est disponible. Au-delà d'accorder toutes ces remises à leurs clients ou leurs prospects, ça permet aussi pour eux du coup, de toucher plus de monde avec un coût réduit et de récolter surtout beaucoup de data parce que on n'oublie pas que les clients acceptent les cookies. Privilégier le contenu vidéo. Donc en fait, le format vidéo, pourquoi est-ce qu'il faut le privilégier? Dans un premier temps, et je pense que la stat est très importante,
Les vidéos en ligne aujourd'hui reçoivent 74% du trafic Internet mondial. Autant vous dire que c'est bien plus que l'ensemble des autres publications possibles et disponibles. C'est un chiffre qui prouve juste que c'est la meilleure manière d'atteindre de nouvelles personnes et de gagner en visibilité et en acquisition. Je pense que le meilleur exemple, et ça parlera, j'espère, à tout le monde, c'est le dernier réseau social qui est en vogue, qu'on appelle TikTok, et qui fonctionne qu'avec de la vidéo. Pour illustrer ça, on a choisi une vidéo d'Horace que je vous laisse regarder. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un enregistrement d'écran, c'est ce qu'on appelle du Facebook Ads, même si c'est proposé sur Instagram. Et sous forme de vidéo, c'est un contenu qui est très homemade. Et en fait, ça permet de créer de la proximité avec leurs clients. Encore une fois, ils sont cohérents avec leur image. Aura, c'est une marque qui se veut être votre extension de votre skincare routine du matin. Et donc, en fait, ils sont présents quasiment à chaque moment de votre journée. Et c'est pour ça qu'ils sont aussi, entre guillemets, brouillons dans la vidéo. On est bien d'accord que ce n'est pas du tout le cas et que tout est réalisé par des professionnels. Et donc, c'est un format aussi que vous pouvez traduire, la vidéo en général, par des témoignages clients ou, pourquoi pas, l'historique de votre marque, mais pas forcément besoin de mettre en avant des produits. Thomas, une petite question rapide. Est-ce que Dis-moi. ça peut, ton avis, est-ce qu'en B2B, ça fait du sens de faire de la vidéo ou c'est quand même un truc qui est très orienté vers le end-user et vers plutôt des gens qui sont des postures de stars ou d'Instagrammeurs qui vont être mis en avant. Comment tu vois les choses? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire côté B2B ou pas trop? Il y a tout à fait quelque chose à faire côté B2B. Et même pour le B2B, on peut pousser ça sur juste la partie audio, par exemple. Quelque chose qui se fait beaucoup, je ne sais pas si vous avez LinkedIn, mais de la prospection, par exemple, en audio, où la personne, plutôt que de taper un message rébarbatif super long qu'on ne va pas lire parce que quand on a vu toute la ligne, on a abandonné, à la place, ça va vous faire un petit message vocal. Donc, ce n'est pas forcément de la vidéo, mais ça peut être lié parce que c'est de la partie audio. Donc, en fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire les choses. Vous allez voir, et je vous l'explique plusieurs fois dans ce webinaire, c'est qu'il faut juste essayer. C'est de l'A/B testing. On essaye, on voit si ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, on passe à autre chose. Si ça fonctionne, let's go. On scale ça, on touche le plus de personnes possible. Donc oui, la vidéo en B2B, c'est aussi un très bon moyen de toucher ses prospects. Alors ça, c'est un peu contre-intuitif et il faut réfléchir, comme on le m'a dit, dans nos univers à nous. Mais l'objectif, c'est souvent d'aller très vite dans l'expérimentation. Donc à la limite, de ne pas trop diffuser un message, de voir vraiment à qui on l'adresse, mais de faire vite, de faire un peu à la main à la limite, de manière à voir si ça fonctionne ou pas. Alors après, il faut travailler sur ces messages, il faut voir ce qu'on dit précisément. Mais l'enjeu, c'est plutôt d'investir et de développer des choses qui ont commencé à marcher et pour ça tester vite, plutôt que de trop réfléchir et après déployer. Exactement. Et pour ça, alors, je vous l'expliquerai juste après en parlant de la partie outils. Mais aujourd'hui, il y a tout un tas d'outils qui permettent de traquer en fait tout simplement ce que vous allez envoyer, donc la partie mailing, des messages, etc. De traquer les ouvertures de mails, de traquer combien de fois ils ont été ouverts, est-ce que les liens ont été ouverts, est-ce que les messages ont été visionnés et écoutés. Donc toutes ces stats, en fait, ça va vous permettre de savoir si une technique, une approche est bonne ou pas bonne. Est-ce qu'il faut la changer, est-ce qu'il faut l'améliorer ou est-ce qu'il faut complètement l'oublier ou à l'inverse, la faire exploser. Et justement, on arrive sur miser sur la FOMO, et là, vous allez voir que des hacks, il y en a un tas, et le seul frein que vous allez avoir, c'est votre créativité. Donc la FOMO, qu'est-ce que c'est? C'est le fear of missing out, la peur de rater une opportunité. C'est un des meilleurs moyens de convertir un prospect et de le pousser à l'acte d'achat, surtout quand on est sur des marques de vêtements, sur des achats qui se font pas forcément à impulsivité, mais presque. C'est d'utiliser en fait comme levier principal l'anxiété des utilisateurs. Vous faites entrer en fait en jeu ces émotions. Imaginez-vous, vous hésitez à acheter un produit et au final, vous n'allez pas l'acheter parce que ce n'est pas pressant. Et d'un coup, on vous dit qu'il en reste plus que 2. Et même, on peut rajouter un pop-up qui dit qu'une autre personne vient d'en acheter un, donc il n'en reste plus qu'un. Ça va vous décider à finalement l'acheter parce que vous êtes tiraillé entre deux sentiments contraires. Faire ou ne pas faire, telle est la question. Il faut faire un choix et vite. Quelques idées pour utiliser la FOMO, ça va être créer des ventes flash, promouvoir des stocks limités sur vos produits, créer des fenêtres de pop-up, des alertes,
alerter d'une future rupture de stock, c'est important. Et surtout, encore une fois, on en parlait tout à l'heure, mais c'est récompenser la fidélité de vos clients. On parlait en tant qu'ambassadeur, mais là, ça peut être aussi en leur donnant accès à des ventes VIP, par exemple, à des ventes flash ou des avant-premières aussi. Et en fait, leur donner ce petit truc en plus qui va les inciter à être clients. Une petite question, Thomas, et un petit retour Dis-moi. d'expérience perso. Moi, oui, j'ai travaillé sur des sujets de maroquinerie et de sneakers en test AB. Notamment, on a fait des tests sur des modèles d'images en 3D. Donc, des images qui étaient parfaitement bien faites en 3D, avec des moteurs 3D un peu modernes. Et on avait eu beaucoup plus de réponses que sur des belles photos, même très shadées. Donc, ça fonctionne. Et les exemples peuvent être extrêmement performants, les différences peuvent être extrêmement performants. Et nous, on avait fait ça en travaillant justement sur la qualité des rendus d'image et la possibilité de pouvoir bouger un peu la chaussure, etc. Donc ça, c'est mon expérience perso. Thomas, toi, tu as eu ce genre de sujet à traiter ou pas? Donc, Alors test oui, AB, sneakers ou maroquinerie? Voilà, c'était ça la question. Sneakers, je connais beaucoup parce que j'ai quelques paires de chaussures. Clyder Mafia, j'ai travaillé aussi avec eux, donc je connais bien. Et pour revenir à ce qu'on disait sur la partie vidéo et sur la partie FOMO, sur la partie visuelle, le meilleur exemple, je l'ai entendu hier, on en parlait encore, c'est MrBeast, qui est un YouTuber américain. C'est miniature, donc la première image, ça vaut 10 000 $, juste un budget, et montrer à quel point le visuel est important et à quel point c'est quelque chose qu'il faut soigner. Thomas, attention, je pense que tu as un petit problème de micro. Bon. En fait, ton son, il crache et là, on t'entend plus du tout. On va attendre que Thomas réussisse à reprendre un petit peu le son. Moi, j'ai d'autres expérimentations qui ont été vachement intéressantes. On accompagne plus d'une quarantaine de startups coréennes actuellement à Creative chaque année, et beaucoup sont sur la 5G et sur les éléments de techno. Et en fait, on a fait des tests aussi avec des personnages de stars. C'est-à-dire qu'on a pris des personnages de stars qu'on a mis avec du matériel, notamment c'était dans la chaussure, c'était aussi dans la cosmétique et la boisson. Et on a eu plus de 40% en plus de réponses en termes de tests AB, avec justement des acteurs qui sont positionnés sur des offres où en fait, ils se payent sur l'économie de budget qu'ils ont réussi à faire faire. Voilà. Thomas, je t'essaie de prendre la parole, on voit si ça marche. Allô, Thomas? Normalement, il est là. Ouais. Alors, il va ressortir au rentrée, je pense. C'est les avantages du direct. Ça permet quand même toujours d'avoir des petits interludes comme ça. Donc, c'est le côté intéressant. Donc, en fait, en synthèse, ouais. Il arrive. Il est ressorti, il est dans la salle d'attente. Je l'admets, il rentre tout de suite. D'accord, ok. Donc, en synthèse, en tout cas, l'idée, c'est de se dire agir vite et avoir les moyens de faire le follow-up de ce qu'on a réussi ou pas réussi en termes de test AB ou en termes d'expérimentation. Donc, ça, il faut être extrêmement rigoureux dans l'analyse et l'utilisation de ce qu'on a réussi à faire en termes d'expérimentation réussite. Voilà, on te rend la parole, Thomas. Ouais, désolé pour ce petit bug. Vous m'entendez, c'est bon? Oui, c'est bon, ça marche. Oui, génial. Bon, désolé pour ce contretemps. Du coup, je vais reprendre avec Clyder Mafia. Clyder Mafia, il propose donc en fait presque toujours des prix qui sont inférieurs au prix initial. En fait, c'est quasiment tout le temps des prix soldés, sauf sur forcément les nouvelles sorties. En fait, ils te donnent l'impression de toujours faire une affaire. Ils vont proposer aussi toute la partie rubrique en pied de page avec des suggestions sur des produits qui sont similaires à ce que vous pouvez regarder et forcément avec des prix attractifs, ce qui peut permettre en fait tout simplement d'augmenter le panier moyen. Et surtout, lorsque vous achetez un produit, lorsque vous mettez un produit dans votre panier et que vous n'allez pas jusqu'au bout de l'acte d'achat et donc de finir cette partie achat, vous allez avoir l'onglet de Clyder Mafia qui va osciller entre le nom Clyder Mafia, donc qui est le nom de la boutique, et avec une inscription marquée un article vous attend. Donc en fait, c'est un reminder visuel pour votre prospect.
On nous posait la question en B2B. Est-ce que le FOMO fonctionne en B2B? Moi, j'ai vu des exemples. On ne parlait pas de prix, mais on parlait par exemple de liste d'attente ou d'accès à un stock. Et donc ça permettait quand même de motiver les gens sans prendre trop de risques d'image. On jouait le côté exclusif, select et la limitation du stock. Mais je te laisse rebondir, Thomas, sur cette question. Tout à fait d'accord. Un des derniers exemples qui est sorti, par exemple, ça s'appelle Blast.co. C'est une des personnes qui a participé à l'émission Qui veut être mon associé, un des investisseurs qui a lancé son propre site d'investissement. Et pour ça, il y a toute une promotion qui a été faite sur ses réseaux sociaux. Et ensuite, il a mis une liste d'attente avec une due date, une échéance pour en fait, pouvoir y accéder. Les places sont limitées à 500 personnes. Et ça a créé en fait un engouement autour de ça. Les gens sont en plus, forcément pour être tenus au courant, sont inscrits à la newsletter, ont activé les rappels. Enfin, c'est tout un tas de métriques ensuite qui sont rentrées en compte et qui ont fait que c'était un super moyen de commencer de promouvoir le lancement de son site tout simplement. Du coup, on va passer à la partie outils de Growth Hacking. Et pour ça, on vous les a répertoriés en 4 catégories différentes: les essentiels, les outils de trafic et de SEO, de référencement naturel, les outils liés aux prospects et à l'audience et les outils d'automatisation. Alors pour les essentiels, donc on en a choisi 3 principaux: Mailchimp, Google Analytics et A/B Testing Guide. Mailchimp, comme je disais tout à l'heure, c'est la même chose que Sendinblue, c'est un des leaders du marché de l'automatisation des mailings. C'est une solution tout en un, puisque vous pouvez quasiment tout faire avec Mailchimp, de créer tout simplement un email jusqu'à gérer vos cibles, gérer vos prospects, comment est-ce que vous allez toucher, programmer aussi vos emailings. Il y a aussi forcément le service de newsletter, et en plus, il y a un CRM intégré. Donc, toutes les données que vous allez récupérer, vous allez pouvoir les intégrer directement sur Mailchimp. Google Analytics, c'est un des outils statistiques les plus importants et quasiment, je dirais, un obligatoire, parce que tout bonnement, c'est un outil qui est gratuit, qui est complet et qui est personnalisable, qui va mesurer votre trafic, votre audience et toute la partie de navigation aussi qui est liée sur votre site internet. A/B Testing Guide, c'est un outil sur lequel en fait, les gens partagent leur retour d'expérience en fonction de l'A/B testing qu'ils ont fait, donc des tests qui ont été menés. Et forcément, vous allez trouver des idées, mais vous allez aussi trouver des stats liées à ces idées. Est-ce que ça a fonctionné? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Si ça n'a pas fonctionné, quelle cible, etc. Ça permet d'améliorer forcément la conversion. Ça développe l'optimisation. Vous allez pouvoir comparer avec différentes versions, aussi bien de vos pages web, mais de d'autres pages web. Et il y a forcément, vous allez retrouver tout un tas ça va répondre à un tas d'objectifs, donc vos ventes, la recherche de leads, l'acquisition, création de contenu, etc. On a choisi de vous présenter Google Analytics. Donc là, vous allez pouvoir retrouver un dashboard de Google Analytics. Donc comme je disais, c'est un outil qui est essentiel. C'est un outil qui est gratuit et que vous allez pouvoir lier à votre site. Et ça vous permettra donc de mesurer, entre autres, votre audience. Tout ce que vous pouvez voir sur ce dashboard, c'est personnalisable en fonction de vous, vos besoins et des métriques que vous allez vouloir faire ressortir. Vous allez pouvoir analyser donc, les résultats qui vont apparaître, aussi bien au global que sur une période définie, en fonction aussi des langues de votre site, des langues que vous utilisez sur votre site, des pays dans lesquels on peut retrouver votre site, et aussi vous allez retrouver les informations sur votre nombre d'utilisateurs, les nouveaux utilisateurs, le clic moyen, etc. C'est un super outil pour commencer à mesurer et ressortir encore une fois les métriques qui sont importantes, qui vont permettre de scaler votre business et de le faire évoluer tout simplement. Alors, pour rebondir là-dessus, moi, toute mon expérience, c'est qu'il faut mieux déjà bien maîtriser les outils de base. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec Analytics avant de se compliquer la vie à changer d'outil. Donc, vous pourrez nous dire, d'ailleurs, à la suite de ce séminaire, si vous l'utilisez déjà ou pas, ça serait utile pour nous de le savoir. Mais je pense qu'il faut partir un peu sur les basics. Je te rends la parole. Effectivement, là, on vous présente un tas d'outils. Ça ne veut pas dire qu'il faut en utiliser un dans chaque, qu'on soit bien d'accord. Il y a des outils qui globalisent le tout. Et ce n'est pas parce que vous avez plein d'outils que vous allez forcément exploser. Vous pouvez avoir des outils gratuits de base et très bien vous en sortir aussi. Donc là, je vais vous présenter la partie les outils de trafic et liés au référencement naturel. On a Mixrank, SEMrush et Hotjar, qui sont 3 principaux outils utilisés aujourd'hui. Donc Mixrank, c'est pour la qualification des leads, donc liés à vos prospects.
les nouvelles sources de trafic, comment attirer du monde et quelles sources utiliser. On parlait de TikTok, par exemple, tout à l'heure. Pourquoi pas, c'est un nouveau réseau social. Comment atteindre forcément votre audience et les meilleurs emplacements pour la toucher. SEMrush, par exemple, c'est un outil qui est 360. Vous allez retrouver dessus un combo des meilleures méthodes marketing, je vais dire. Vous allez voir, juste après, parce que c'est aussi notre exemple, toutes les informations que vous allez retrouver dessus, c'est super varié. Ça va de l'optimisation SEO, l'analyse de votre trafic, votre classement dans les résultats Google, les mots-clés, etc. Et c'est plus qu'un des leaders du service marketing. Hotjar, qui est comparable, oui et non, aux deux précédents. C'est un outil de tracking, mais directement sur votre site web. C'est un outil qui est super visuel et qui va en fait vous dessiner des zones de température sur votre site web en fonction d'où est-ce que vos clients et vos prospects passent leur souris, où est-ce qu'ils cliquent. Et en fait, ça va vous permettre de savoir est-ce que vos CTA, donc vos boutons, sont clairs, est-ce qu'ils sont compréhensibles, est-ce que peut-être qu'il faut en rajouter aussi si vos clients ne cliquent pas, cliquent dans le vide par exemple, voir si votre site web est bien construit, il est clair. C'est vraiment une super analyse du site web, mais vraiment juste le site web. Donc je vous disais, SEMrush, on retrouve aussi un dashboard. C'est un peu à la manière de Google Analytics, mais là c'est vraiment axé marketing. C'est comment est-ce que mon site internet est référencé sur Google, donc aussi bien en référencement naturel, donc quand on tape le nom, en référencement payant, donc grâce à des mots-clés. Ça va aussi vous proposer des mots-clés, le ranking des mots-clés. Donc est-ce que je vais en choisir un plus qu'un autre en fonction de son prix, de sa note. Ça vous permet aussi, là on peut le voir, c'est un exemple avec Spartoo par exemple, on est sur le marché français, mais donc pareil, comme Google Analytics, vous allez pouvoir faire des analyses sur d'autres pays et ça vous permet de vous donner des prix en fonction du coût d'acquisition, du coût d'achat des mots-clés, du clic, etc. Alors, les outils de prospect et d'audience, là, on vous a sélectionné Answer de public, Typeform et Bounce Exchange. Donc, ce sont 3 outils qui vont vous permettre de créer de la communauté et engager votre communauté. Answer de public, c'est un outil d'aide à la création de contenu et forcément en adéquation avec les recherches des internautes. On va les sélectionner look-like, mais ça vous permet de donner des idées de qui toucher et comment est-ce que vous pouvez les toucher. La partie classement, donc, en fait, quel contenu répond le mieux aux questions des internautes. Et ça peut vous aider, par exemple, pour créer des newsletters, créer du contenu, mais aussi créer une FAQ qui peut être relativement important, surtout sur la partie vêtements. Typeform, pareil, un outil classique, un outil gratuit qui vous permet de créer des questionnaires, des sondages en ligne, qui est relativement facile à prendre en main, très intuitif. Ça vous permet aussi de forcément créer des enquêtes. Et c'est un super outil de collecte de données à partir du moment où vous concevez vos questionnaires dans cette optique-là. Bounce Exchange, c'est un des leaders de l'analyse marketing du comportement et ça vous permet surtout de traquer le comportement de vos prospects aussi bien sur votre site qu'à l'extérieur et vous allez aussi pouvoir retrouver toute la partie A/B testing grâce au CTA. En exemple, on vous a choisi Typeform. Alors là, c'est dans le cadre d'un projet associatif, d'une équipe sportive, mais il faut vraiment voir ça comme c'est une suite Google, donc c'est relativement simple, intuitif. C'est un outil qui est gratuit, encore je le disais, et ça vous permet de récolter beaucoup de données pour créer votre base de données, mieux comprendre vos clients, et ensuite, forcément, alimenter votre CRM, votre newsletter, etc. Pour vous donner un ordre d'idée, dans ce cadre-là, c'était pour faire du recrutement. Et on avait demandé le nom, le prénom, l'âge, numéro de téléphone, mail, réseaux sociaux, etc. Toutes ces données, ensuite, pour pouvoir réutiliser pour recontacter ces prospects et pour pouvoir les convertir en membres de l'association. Pour les outils d'automatisation, vous en avez choisi 2, parce que c'est les 2 principaux. On a Make et Zapier. Principale différence, Make, c'est un outil qui est no-code, donc pas besoin d'avoir de notion de coding, à la différence de Zapier qui est un petit peu plus complexe, mais qui est très visuel. Vous avez des possibilités qui sont super variées. Encore une fois, il y a juste votre créativité. C'est la seule limite que vous pourrez avoir avec Make. L'avantage avec Zapier, c'est que vous avez la possibilité de le relier
à un CRM directement. Il y a un tas de passerelles qui existent déjà, mais il faut les faire. C'est un peu plus compliqué. L'exemple, on nous a mis Make en exemple, comme vous pouvez voir, c'est très visuel. Qu'est-ce qui a été fait là? Parce que ce n'est pas forcément très parlant. On part d'un typeform, donc sur lequel on va récupérer, comme je vous le disais, nom, prénom, numéro de téléphone, adresse mail. Ensuite, la partie routeur, c'est une fois que le typeform est rempli, qu'est-ce qu'on va en faire? Où est-ce qu'on va l'emmener? Si toutes les questions ont été répondues comme il fallait, ça va partir directement sur Notion. Notion qui sert à ce moment-là de CRM. Donc, ça va répertorier toute la partie information, les mettre dans les bonnes colonnes, etc. Remplir directement le CRM. Et ensuite, un email automatique pour la bienvenue. Si, en revanche, le client n'a pas rempli toutes les questions et que, par exemple, il a oublié le numéro de téléphone, il a oublié, je sais pas moi, sa taille, par exemple, en bas comme en haut, et ça va permettre de lui envoyer directement un mail en lui disant vous avez oublié de répondre à telle et telle question, n'oubliez pas. Et si vous répondez, par exemple, un code pour passer à l'acte d'achat directement. 3 tips à mettre en place dès maintenant. C'est pour moi les principaux et les plus importants qui vont faire la différence entre le fait que vous explosiez ou non. Le principal, et je pense que c'est quelque chose qui reviendra toujours, c'est créer une communauté, engager vos prospects, engager vos clients, parce que dedans, vous allez y retrouver effectivement vos clients, vous allez retrouver vos influenceurs, vos ambassadeurs, mais aussi vos défenseurs envers les critiques. Ça va être votre principale source de prospects, de clients et d'informations. Deuxième, communiquer. Good buzz ou bad buzz, ça reste un buzz. Il faut tenir sa communauté au courant de ce qui se passe. Pas forcément ce que vous avez mangé le midi ou ce que votre société a mangé, mais par exemple que vous faites un webinaire, que vous faites du team building, ou à l'inverse, que vous avez des retards fournisseurs aussi, c'est important. Tout le monde, on peut tout comprendre à partir du moment où c'est bien expliqué. Le dernier, et je vous le disais au début du webinaire, tester. L'A/B testing, c'est la clé de la réussite. Tester, essayer. Vous n'allez pas arriver demain avec une idée révolutionnaire et avoir la magic sauce directement. Il va d'abord falloir essayer, échouer peut-être, et recommencer. Et c'est que comme ça que vous réussirez à trouver la meilleure technique pour scaler. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup Thomas pour cette présentation très très complète. Je vois que le chat est rempli, donc on va pouvoir passer aux questions de nos internautes qui nous regardent. Je vais peut-être laisser la parole à Yann qui va sélectionner les questions et te les poser directement pour une question de fluidité. Et voilà. Donc sinon, je ne vais pas passer la parole à Yann et je vais poser les questions. Alors, je ne peux pas les voir moi-même. Je ne sais pas où est Yann. Alors, attendez. Je vais peut-être arrêter momentanément de partager mon écran pour aller voir directement vos questions et les poser. Alors, pour commencer, on a une question de Michael qui nous demande s'il est pertinent d'utiliser le concept de FOMO en B2B, en sachant que les prospects sont sensiblement au courant de ce genre de pratique. On commence à être un peu plus avertis et à comprendre un peu les ruses des marques, surtout quand c'est une marque qui parle à une marque, qui connaît donc ce procédé. Alors, effectivement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. La FOMO en B2B, oui, ça reste intéressant de l'utiliser. Il faut savoir que toutes les techniques que vous allez utiliser, à partir du moment où ce sont des techniques qui sont généralisées, forcément, beaucoup de vos prospects, effectivement, en B2B, seront déjà au courant de la technique, mais ce n'est pas pour autant qu'ils vont forcément s'en rendre compte. Encore une fois, la FOMO, là, je vous ai présenté beaucoup d'exemples en B2C, mais en B2B, ça va peut-être être juste la mettre en place différemment. Donc, comme on disait tout à l'heure, créer une liste, faire en sorte qu'il y ait peut-être moins de place, faire de la pré-vente. Enfin bref, c'est proposer plein de... C'est presque camoufler un peu cette FOMO et la proposer de manière peut-être plus subtile qu'en B2C. Mais bien sûr que la FOMO en B2B, ça reste très important. Ok, merci beaucoup. Je ne sais pas si on a d'autres questions, d'autres nouvelles questions dans le chat ou que des participants voudraient poser.
par rapport à ce dont Thomas nous a parlé? Et ben, si ce n'est pas le cas, on va revenir donc à nos questions-réponses. Et on va pouvoir terminer ce webinaire en remerciant donc beaucoup déjà Thomas pour cette présentation et aussi vous tous qui êtes venus nombreux pour regarder ce webinaire. On espère que ça vous a ça vous a intéressé. Et si jamais vous avez besoin de nous contacter, donc on a tous les mails ici, donc les mails et le LinkedIn de Thomas, ainsi que mon contact personnel donc chez Creative Valley et le contact d'Élise du défi. Et, si vous avez besoin de nous contacter, que vous avez d'autres questions, etc. J'ai vu dans le chat également la presse et le replay, comme Élise l'a décrit au début, seront mis à votre disposition. Donc, vous pouvez revenir dessus pour les voir. Et voilà. Pour conclure le webinaire, ce que je vous propose, c'est de vous expliquer par exemple le renard dont on pouvait voir là sur mon profil LinkedIn. Le renard, qu'est-ce que c'est? C'est une technique de growth pour fidéliser une communauté, mais c'est aussi pour mettre en avant une marque. On en parlait tout à l'heure, c'est Green Got. Green Got, leur emblème, c'est un renard. Et en fait, ils ont fait un mailing auprès de leur communauté en disant qu'ils n'avaient pas forcément les budgets des grosses institutions bancaires. Et donc, ils n'avaient pas des millions à dépenser en communication. Et donc, un des meilleurs moyens de les aider, c'était par exemple de mettre ce renard pour créer de la, poser des questions, pardon, que les personnes qui voient en fait votre profil se posent des questions, vous posent la question du renard, et en fait, ça va être tout simplement créer de l'interaction et trouver du prospect. Comme je vous le disais, le seul point, c'est votre créativité. C'est la seule limite que vous devez vous fixer. Voilà, merci beaucoup Thomas. Je sais pas, je pense qu'on n'a plus forcément de questions. Donc, on va pouvoir terminer ce webinaire en vous remerciant encore tous. Je ne sais pas si peut-être Yann ou Élise ont un mot à dire pour clôturer cet événement. Mais voilà, merci beaucoup. Merci Thomas, merci à tous d'avoir participé. Et on espère que ce nouveau format vous a plu parce qu'on en a d'autres en préparation. Donc, on vous tiendra au courant de ce qui va arriver par la suite. Voilà.